Bonjour à tous, bien, nous nous retrouvons à nouveau ce lundi pour continuer notre cycle concernant les innovations pédagogiques des enseignants-chercheurs. Et aujourd'hui, on va parler de l'évaluation des apprentissages, une nouvelle approche qui est proposée par Vanessa Lolivier et Jocelyne Flamand de l'Institut Agro Campus Ouest cette fois-ci, puisque la semaine dernière, on était avec l'Institut Agro de Montpellier, Supagro. Bienvenue à tous. Je vous rappelle que dans notre façon d'interagir avec les intervenants, vous avez deux outils qui vous permettent de cette interaction. D'une part, le chat ou l'onglet, enfin le bouton discussion ou converser selon votre version de Zoom, et vous pouvez mettre un certain nombre d'informations que vous souhaiteriez mettre. En tout cas, évitez de mettre vos questions aux intervenants dans cette rubrique, puisque les questions sont dans une rubrique spécifique qui s'appelle Q&R, pour questions et réponses. Et c'est là que je regarderai vos questions pour pouvoir les relayer aux intervenants à la fin de leur intervention. Donc, je vous remercie de bien poser vos questions dans cette rubrique Q&R. Je laisse tout de suite la parole à Vanessa et Jocelyne pour nous raconter leur aventure, de nouvelles façons d'approcher l'évaluation. À vous, Vanessa et Jocelyne. Bon, bonjour, merci tout d'abord et puis, bonjour à tous. Donc, on va vous parler. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter peut-être. J'allais le faire, donc c'est bon. Alors, très bien, allez-y, complétez un petit peu votre présentation. Donc, je m'appelle Jocelyne Flamand, je suis enseignante à Agrocampus Rennes dans l'unité pédagogique des sciences et productions animales et je suis présente, aujourd'hui à ce titre, parce que je suis responsable du module dont on va parler de son évaluation et puis à mes côtés, on va faire, cette présentation et cette discussion à 2 voix. Il y a ma collègue, Vanessa Lolivier qui est, dans la même UP que moi et Vanessa, a beaucoup œuvré aussi aux adaptations de ce module, pendant cette année, donc en 2020-21 et m'a beaucoup accompagnée et était toujours présente pour, réfléchir avec moi, ces adaptations et notamment l'évaluation. Et puis, il faut savoir que, ce travail-là, on l'a fait avec, l'appui, de Christine Van den Cornhuys qui, à Rennes, exerce des missions d'appui à la pédagogie, auprès des enseignants. Et donc, merci Christine aussi, de nous avoir accompagnés, dans, cette, évolution. Donc, une évaluation, formative, une nouvelle posture, à partager. Donc, Vanessa? Oui. Alors, ça passait puisqu'on a testé tout à l'heure et forcément, ça ne passe plus. Si, voilà. Ah, voilà, Pardon. merci. Donc, l'évaluation dont on parle, elle concerne, le module, une unité, constitutive d'enseignement qui s'intitule, «De l'animal aux élevages». Ce module est destiné aux étudiants, donc 140 étudiants, du cursus ingénieur, agronome en L3, c'est-à-dire et plus précisément au semestre 5 de leurs, études, donc de novembre à fin janvier. Ce module est réalisé, par, 9 enseignants-chercheurs des UP de sciences et production animale, mais aussi de génétique animale et il vise à faire acquérir aux étudiants des, connaissances scientifiques, concepts et techniques fondamentaux des sciences de l'animal et de l'élevage. C'est un module qui comprend 45 heures avec à la fois des cours magistraux et des séances de travaux dirigés. Il se décompose en 2 parties, une partie qui concerne, les bases, de la biologie des animaux d'élevage et une deuxième partie, qui se consacre au, fonctionnement de l'élevage et de l'élaboration, de la qualité des produits animaux.
Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'année universitaire 2020-2021 a été quand même assez spéciale, on va dire, pour l'enseignement et particulièrement l'enseignement supérieur, puisque, en fait, en temps de Covid, eh bien, on s'est retrouvé à effectivement réaliser un certain nombre de modules, et notamment l'UC dont Jocelyne vient de parler, en distanciel, puisqu'elle avait lieu entre novembre et fin janvier. Donc, comme beaucoup d'enseignants, en fait, l'enseignement en distanciel, c'est vraiment des préoccupations. L'idée, c'est de préserver la qualité des apprentissages, mais aussi, on le sait, particulièrement pour des étudiants de niveau L3 qui arrivent en fait au sein de notre école, d'essayer de maintenir la motivation de ces étudiants qui effectivement arrivent dans une nouvelle école en études supérieures et qui se retrouvent à distance. Et puis, nous, on est dans l'UP sciences et production animale, et on sait que dans le monde de l'élevage, il y a un certain nombre de sujets qui sont vraiment soumis à controverse. Et donc, l'idée, c'était de permettre aussi quand même de répondre à tous les questionnements que ces étudiants ont sur ces sujets d'intérêt. Ainsi, en fait, nous avons été amenés à faire un certain nombre d'adaptations de nos enseignements, tant dans les contenus que dans les formes. Et là, je vous en cite quelques exemples. Nous avons notamment introduit des temps de révision des connaissances sur la première partie dont Jocelyne parlait, biologie des animaux. Ainsi, 2 séances de TD ont été remplacées par des séances de type challenge en utilisant l'outil Klaxoon. L'idée étant de les faire travailler par petite équipe, et donc nous avons formé 36 équipes pour nos 140 étudiants pour qu'ils aient cette sensation de travailler en équipe et de donner un peu de lien en fait dans la promotion. Nous avons aussi testé, par exemple, lors d'un cours que Jocelyne et moi réalisons sur la biologie de la lactation, ce qu'on appelle une approche par questionnement en remplacement d'un cours magistral plus classique. Et puis, nous avons souhaité donner la parole aux étudiants, et ça a été le cas notamment pour construire la conclusion de notre UC. Nous avons proposé sur un mur d'expression que les étudiants en fait puissent poser leurs questions qui étaient restées en suspens, et nous avons apporté des réponses, parfois à l'écrit, mais également à l'oral lors du créneau dédié à la conclusion. Donc, des modifications des enseignements qui, bien sûr, en fait, a rendu nécessaire une évolution de l'évaluation des apprentissages durant cette UC. Donc, juste pour vous dire, habituellement, en fait, l'examen de cette UC consistait en un examen individuel qu'on a réalisé en présentiel, donc une copie pour un étudiant qu'il remplit effectivement sur un créneau en salle, constitué de QCM, mais aussi de questions courtes qui portaient sur l'ensemble de l'UC. C'est une évaluation, comme beaucoup d'évaluations de ce type, qui sont bien sûr chronophages à préparer, mais aussi à corriger. Et donc, compte tenu de la situation, cela ne nous semblait pas adapté cette année. Donc, nous avions d'un côté des étudiants qui avaient vraiment démontré de l'assiduité durant les cours. Ils étaient présents, ils étaient impliqués, notamment on a pu le voir parce qu'ils ont utilisé le mur d'expression pendant la conclusion. On avait une équipe enseignante plutôt surdouée qui était à la fois bien consciente de la nécessité de faire évoluer les modalités d'évaluation en cohérence avec l'évolution des contenus et des formes d'enseignement, et qui était plutôt prêt à s'investir, mais la condition, c'était de proposer une réelle évaluation des apprentissages. Nous étions dans un délai extrêmement court. Nous avons fait ces évolutions en fait de l'enseignement un peu au fur et à mesure du temps, et donc on se retrouvait à 1 mois de l'évaluation, et donc c'était un délai court pour préparer. Mais nous étions aussi accompagnés notamment par l'ADFVE, donc la direction de la formation et de la vie étudiante, sur des aspects notamment de pédagogie à distance, mais aussi sur des aspects d'évaluation. Alors, ce que nous avons proposé, eh bien, c'est de mettre en place cette année spécifiquement une évaluation individuelle de type formative, avec pour objectif l'idée que l'étudiant continue d'apprendre en s'évaluant. Il y avait 2 enjeux pour nous. D'une part, responsabiliser les étudiants sur leurs apprentissages en les permettant de continuer à se former, d'identifier ce qui est compris et non compris, et de faire le point sur
l'appropriation de leurs connaissances, hein, leur niveau d'appropriation de connaissances, connaissances de base nécessaires notamment à la poursuite de leurs études. Et pour nous, c'était important de les sensibiliser à cela, c'est-à-dire des connaissances qui sont nécessaires pour la poursuite de leurs études. Et puis, il s'agissait de faire confiance aux étudiants et de leur dire: on vous fait confiance pour réaliser cet auto-apprentissage, enfin ces apprentissages, et donc réaliser cette auto-évaluation. Et donc, pour aller jusqu'au bout et leur montrer qu'on leur faisait confiance, on a décidé de ne pas faire de correction individuelle, donc de ne pas noter les copies, et on est passé vraiment donc à ne pas réaliser une évaluation certificative. Donc, l'examen, comment il s'est déroulé, donc cette auto-évaluation, on a proposé un sujet de 32 questions, on a à peu près 1-2 questions pour 2 heures de cours à l'emploi du temps. On estimait la durée de cet examen à 1h30. Tout type de questions était possible et on demandait aux étudiants de réaliser un autodiagnostic en 3 étapes, avec une première étape où l'étudiant réalise l'examen sans appui, sans son cours, hein, et fait le bilan du nombre de questions auxquelles il a répondu et du nombre estimé de bonnes réponses. Et puis une deuxième étape où il va rechercher les informations manquantes. Et enfin, une troisième étape où là, il va réaliser une autocorrection à partir donc du corrigé. On souhaitait que le temps ne soit pas un facteur, un frein, un point de blocage pour les étudiants. Aussi, on a proposé aux étudiants qu'ils aient 8 jours pour réaliser cette auto-évaluation. Et on a proposé une correction, mais une correction orale. Pour nous, le fait de proposer une correction orale, ça nous permettait à la fois d'expliquer les réponses, mais surtout de donner du sens aux questions qui avaient été posées. Pourquoi on a posé cette question-là? Et ça permettait aussi aux étudiants donc d'identifier les notions non maîtrisées à retravailler. Cette correction, elle a été réalisée donc sur le temps prévu initialement à l'examen en présentiel. Pour faire cette correction orale, on était 3 enseignants et elle a duré 1h30. Enfin, quant à la validation de l'UC, eh bien, elle a été conditionnée au seul dépôt sur Moodle de la copie remplie par les étudiants. Cela, bien sûr, avec l'accord de la DFVE. Alors, ce qui a été important pour nous, c'était de correctement informer les étudiants. Donc, la communication, on a été attentif à la façon dont on communiquait auprès des étudiants. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils adhèrent à ce processus d'évaluation et pour aussi garantir le bon déroulement de toutes les étapes de l'évaluation. Donc, en amont, pour nous, on a fait d'abord une information orale au moment de la conclusion du module, et puis une information ensuite écrite qui reprenait tous les éléments d'explication quant aux objectifs, principes de l'auto et de l'évaluation, quant aux deadlines à respecter et autres modalités. Et puis sur la copie d'examen, on avait là aussi une explication des modalités à suivre. Et enfin, au moment de la correction, on a envoyé un mail de rappel pour inciter les étudiants à venir assister à cette correction orale. Donc, ce que l'on vous propose maintenant que Jocelyne a décrit en fait l'évaluation, c'est une partie d'analyse de l'expérience qu'on a construite en 3 points. D'abord, une partie sur la vérification du dépôt sur Moodle et de la mise en œuvre du principe des 3 étapes par les étudiants. Ensuite, vous verrez que nous avons essayé de recueillir l'avis des étudiants en réalisant une enquête 60 jours après l'évaluation. Et enfin, nous avons essayé de faire une analyse des forces-faiblesses et de conclure et de soulever un petit peu quelques questions quant aux perspectives de cette expérience. Donc, sur la vérification du dépôt sur Moodle et de la mise en œuvre du principe des 3 étapes par les étudiants, eh bien, globalement, en fait, on voit que 98% des étudiants ont bien respecté la deadline de dépôt. Donc, la consigne avait été comprise. Seuls 3 étudiants n'ont pas déposé et se retrouvent donc en deuxième session.
Par rapport au principe des différentes étapes que Jocelyne a déjà décrites, on voit qu'ils ont aussi de façon très majoritaire respecté le principe des 3 étapes, 93% pour l'étape 1, 91% pour l'étape 2. Et puis on souligne aussi que les étudiants ont participé activement à la correction orale. On a eu en fait beaucoup de questions et de commentaires tant au micro que dans le fil de discussion. Donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons réalisé une enquête sur Line Survey, 60 jours après l'évaluation, et donc nous avons eu un très beau taux de réponse de 72% pour ce type d'évaluation. C'est quand même en fait un pourcentage important de réponses. Ça veut dire que les étudiants se sont vraiment emparés de la question et en toute confiance, en fait, ont vraiment rempli cette enquête qui était constituée quand même de 12 questions. Bien sûr, des questions ouvertes de type oui, non, d'accord, pas d'accord, mais surtout en fait une possibilité pour eux de s'exprimer sur le pourquoi. Pourquoi vous avez répondu cela sur différents items, la cohérence des modalités d'évaluation avec les objectifs pédagogiques, le fait que l'on ait validé l'UC sans attribuer une note, aussi ce qui leur a plu, déplu. Et donc ce qui nous a marqué, nous avec Jocelyne et Christine, c'est que vraiment en fait ils ont vraiment globalement répondu dans les pourquoi. Donc, ils ont eu envie de s'exprimer et ça a été extrêmement riche pour nous. Ça a demandé du temps pour dépouiller cette enquête, mais beaucoup d'informations très intéressantes. Alors, concernant les résultats de l'enquête, on va vous présenter les résultats saillants. La majorité des étudiants ont jugé que les modalités d'évaluation étaient cohérentes avec les objectifs pédagogiques, que les consignes étaient claires et qu'ils avaient eu suffisamment de temps. À titre d'information, 94% d'entre eux avaient commencé l'examen au moins 3 jours avant la date de dépôt. Par contre, si effectivement dans la majorité, plus de 90% d'entre eux ont réalisé, respecté les étapes 1 et 2. L'étape 3 seulement, enfin, il y a 22% d'entre eux qui n'ont pas réalisé, respecté la 3e étape de l'autodiagnostic, surtout par souci de gain de temps. On leur posait la question de la qualité de leur apprentissage. Est-ce qu'ils avaient jugé que l'auto-évaluation avait permis une qualité d'apprentissage meilleure, équivalente ou moins bonne? 80% d'entre eux jugent que cette qualité d'apprentissage a été meilleure et ils évoquent différentes raisons à cela. Tout d'abord en lien avec l'état d'esprit positif dans lequel ils étaient au moment de cette auto-évaluation, parce que moins stressés, parce que motivés, et aussi parce que sereins, sachant qu'ils avaient le temps pour réaliser cette auto-évaluation. Ils ont jugé que c'était meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail était centré vraiment sur les notions importantes, les notions de base, les prérequis pour la suite de leur formation. Ils ont jugé aussi que la qualité de leur apprentissage était meilleure. Pourquoi? Parce qu'il fallait rédiger les réponses. Et quand tu rédiges ta réponse, il y a forcément là un travail de réflexion à avoir et de compréhension. Et donc, de ce fait-là, l'apprentissage est facilité. Enfin, la correction que nous avons proposée, la correction orale, leur permettant d'aller plus loin, ils ont trouvé que ça aussi améliorait la qualité de l'apprentissage. À l'inverse, les étudiants, ils sont seulement 8% à avoir jugé que la qualité de l'apprentissage était moins bonne. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ils rattachent ça. Et en fait, l'apprentissage, il le relie à la notion d'effort fait pour mémoriser, à la quantité de notions apprises. Ils ont moins fait d'efforts pour apprendre, mémoriser, et moins fait d'efforts quant à la quantité des choses qu'ils ont appris. Et du coup, ils se posent la question de leurs acquis et de la pérennité de leurs acquis dans le temps. Et puis, il y a 16% des étudiants qui jugent que cette évaluation eh bien, a permis une qualité d'apprentissage équivalente. Alors, pour différentes raisons, là, il y a 3 types de réponses. Une première, parce que le résultat final, il est identique. On a révisé, on y a passé du temps, et puis on a appris des choses. Donc voilà, on a fait la même chose en fait au final. Ou alors parce que en fait, il y a des plus et des moins. Avec l'auto-évaluation, eh bien, on travaille
que les thématiques pour lesquelles il y a des questions. Et il y a des thématiques qu'on ne travaille pas du tout. Donc, voilà, il y a des plus et des moins. Et puis, ben, il y a aussi des différences qui se compensent. On apprend moins par cœur, mais par contre, on a un accès aux cours, ce qui facilite les apprentissages. L'audio L'autodiagnostic, eh bien, permet en fait, avec l'autodiagnostic, les révisions ne sont pas aussi acharnées que normalement. Par contre, cela permet d'identifier les points mal compris qui seront peut-être mieux retenus, donc des points qui se compensent. C'est toi, Jocelyne, qui avait dit que tu faisais la diapo 12. Oui. Ah, par contre, j'avais pas vu que tu l'avais passée et du coup, j'attendais qu'elle passe. Excusez-nous. Donc, autre question sur la validation de l'UC sans note, puisqu'il n'y avait pas de correction individuelle, donc pas de notes. Qu'en pense-t-il? Eh bien, 74% des étudiants pensent qu'ils peuvent très bien valider sans avoir de notes une telle UC. Pourquoi? Parce que leur réponse est de dire la note, c'est pas une info intéressante en tant que telle, et même elle peut avoir des effets négatifs par rapport au stress que ça génère, mais aussi parce que en fait, elle nous défocalise de ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est pas la note, c'est vraiment l'apprentissage. Ça permet de se concentrer sur les questions et leurs détails, plus que sur la note que l'on va obtenir. Et puis, certains expriment le fait qu'à ce stade-là d'études, ben, seule la validation suffit. Par contre, il y a quand même 26% des étudiants qui ne sont pas d'accord avec l'absence d'une note. Pourquoi? Parce que ce qui ressort surtout, c'est la notion d'injustice. Certains n'ont pas dû bien faire le travail, se sont moins impliqués que moi. Et donc, aussi le besoin de se comparer aux autres. Et puis, rarement, ça a été dit, mais ça a été dit aussi, s'il n'y a pas de note, eh ben, ce n'est pas vraiment une évaluation. On les a questionnés sur la nécessité ou pas d'une certification des acquis par l'enseignant. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Eh bien là, leur avis est très partagé. 52% des étudiants jugent que la certification par l'enseignant n'est pas nécessaire. Pourquoi? Eh bien, ils évoquent la responsabilité de l'étudiant. L'étudiant est responsable de ses apprentissages. Si les principes et les critères d'évaluation qui permettent d'identifier les acquis et non acquis sont très clairs, bien explicités, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a aussi quelque chose qui ressort autour du choix de spécialisation et de la place du module dans le choix de spécialisation. Si il ne s'agit pas d'un choix futur d'orientation, alors la certification par l'enseignant n'est pas forcément nécessaire. Un devoir maison suffit pour montrer le minimum d'intérêt à l'UC, une certaine ouverture d'esprit agronomique. 48% quand même jugent que cette certification, ce retour par l'enseignant est nécessaire. Pourquoi? Parce que la certification par l'enseignant, c'est un élément moteur des apprentissages pour garantir le sérieux du travail fait et pour ne pas tricher. Et ça, c'est ce qu'il souligne, c'est que c'est d'autant plus vrai quand la matière présente peu d'intérêt pour l'étudiant et qu'il est peu motivé. Et puis, c'est aussi l'apport d'une garantie sur le degré d'intégration des connaissances par l'étudiant. Pourquoi? Parce que les étudiants n'ont pas forcément le recul, la maturité pour garantir en fait cette qualité d'apprentissage. Et puis, il y a aussi l'objectivité de l'enseignant. Enfin, là aussi, ils disent que si la matière est importante pour le cursus, il faut qu'il y ait une certification par l'enseignant. Donc, autre résultat saillant, en fait, globalement, à 94%, ils sont d'accord, il faut reconduire ce type d'évaluation, de l'évaluation formative. Je vous avais dit qu'on leur a demandé ce qui leur a plu, déplu. En fait, ce qui leur a plu, on voit qu'on va retrouver en fait des thèmes que l'on a déjà abordés par avant en termes d'organisation. C'est le fait qu'ils ont peut-être géré avec un rythme différent, avec plus de sérénité,
leur révision et leur autodiagnostic. Plusieurs étapes, auto-évaluation, autocorrection, correction avec les enseignants nous ont permis une meilleure intégration des notions. En termes d'apprentissage, on retrouve effectivement cette autonomie, nous a permis aussi la rédaction des questions, nous a permis peut-être plus de réflexion, peut-être une meilleure mémorisation, et certains nous disent qu'ils trouvent ça plus professionnalisant. En fait, ils n'ont pas vu ça comme voilà, une évaluation certificative avec une note. Là, il y a une notion d'investissement. Ils se sont beaucoup emparés, j'ai envie de dire, de la plume pour décrire les points à améliorer dans le futur. On a eu plein de propositions sur des sujets très variés, que ce soit sur le déroulement et la gestion du temps, sur l'accompagnement et le suivi de ces modalités d'auto-évaluation, mais aussi sur les aspects de correction ou notation. Et en gros, il n'y a pas de défauts majeurs qui ont été notés. En revanche, on peut noter, quant au point d'amélioration, quelque chose autour de la longueur en fait, du sujet d'examen qui leur a demandé beaucoup de temps. Et puis, on reviendra là-dessus aussi, quand même, le fait qu'il n'y ait pas de correction individuelle, ça a gêné certains, ou en tout cas, c'est revenu en fait, dans certaines des enquêtes sur cette notion « Ah, on n'a pas eu de correction individuelle ». Alors, je vous ai dit qu'on avait essayé de faire une petite analyse des forces-faiblesses, donc on l'a fait comme une forme d'analyse SWOT. Ça ne vise pas l'exhaustivité, mais je vais reprendre les éléments principaux en termes de force dans cette expérience. On avait globalement une équipe enseignante qui était vraiment engagée, qui était bien sûr bienveillante à l'égard des étudiants, on le sait, qui sont dans une situation très particulière, mais qui est exigeante et qui se disait on les accompagne dans les processus d'apprentissage et on doit aller jusque l'évaluation. Et cette équipe enseignante, elle était aussi, entre guillemets, menée par une responsable de module qui a été moteur sur toutes ces modifications et évolutions à réaliser. Donc, d'un côté, une équipe enseignante engagée, de l'autre côté, des étudiants qui étaient réceptifs à travers les modifications qu'on avait pu faire, notamment des formes d'enseignement et des contenus. On avait des étudiants qui étaient motivés et qui étaient en confiance. Et donc, ça, c'était important. On pense que c'est une vraie force pour cette expérience. Donc, il y avait une confiance réciproque entre les enseignants et les étudiants. Cette expérience, elle a permis pour notre équipe notamment, mais pas que, de bien repositionner l'évaluation comme faisant pleinement partie du processus d'apprentissage. Les étudiants ici ont continué d'apprendre en s'évaluant. Et on a noté aussi que globalement, on était quand même dans un terrain favorable au changement de posture, le fait de responsabiliser les étudiants dans leurs apprentissages, et que notre environnement aussi d'autres collègues avaient été sensibilisés à l'évolution des modalités d'enseignement, mais également d'évaluation liée au mode distanciel. Bien sûr, la DFVE, mais on vous parle de notre UC, de l'animal aux élevages, mais il y a un UC un petit peu complémentaire par nos collègues des productions végétales qui s'appelle l'UC du gène aux cultures, et donc il a fallu aussi qu'on réfléchisse avec eux, et voilà, il y a une dynamique qui s'est créée. En termes de faiblesse, on n'avait aucune expérience dans l'équipe pédagogique de ce type d'évaluation. En plus, on a fait le choix de faire cette évaluation formative, non pas au cours du module, mais au niveau terminal pour la validation de l'UC. Donc, ça peut être noté comme une faiblesse, même si on s'est rendu compte que finalement, la certification, elle n'était pas forcément jugée comme indispensable pour l'ensemble des étudiants. On n'a pas mis de notes. Et donc, pour certains, en fait, ils ont été un peu déçus. Il n'y a que 10%, mais ils ont dit « je ne peux pas me positionner dans la promotion ». Et ça semble important pour certains. Et puis, il y a cette notion de « il n'y a pas eu de correction individuelle ». Pour certains, c'est une faiblesse. Globalement, il faut quand même noter aussi que cette évaluation, elle a été chronophage. On s'est rendu compte de ça a posteriori à réaliser pour les étudiants. Donc, là, on pouvait se questionner sur quel pourrait être leur investissement dans cette forme d'évaluation si on amplifiait un peu ce dispositif. Donc quand même, on a été, j'ai envie de dire, embarqués dans cette expérience aussi parce que on était dans un contexte très particulier lié à la crise Covid. On voit qu'il y a de plus en plus de réflexions autour de l'apprentissage et de l'évaluation en distanciel et que ça amène à des évolutions et à des changements de posture. Donc on est pleinement, j'ai envie de dire, dans l'expérience. On a pu noter en menace des choses autour de, alors on avait effectivement RP, c'est le réalisé pédagogique, c'est le fichier dans lequel les enseignants en fait vont noter leur activité et qui évaluent un peu leur charge de travail. On se dit que parfois lorsqu'on donne beaucoup dans ce mode d'évaluation, ça peut être chronophage et il n'y a pas forcément de reconnaissance en fait du temps passé aux évaluations, alors qu'on se rend compte pleinement dans cette expérience que c'est un outil très puissant des apprentissages.
Donc, en conclusion, l'auto-évaluation avec la responsabilisation des étudiants, c'est une expérience qui a été jugée satisfaisante par les enseignants et les étudiants. On en a fait une analyse, mais cette analyse, elle a été très fortement enrichie pardon, par le témoignage qu'on fait aujourd'hui et qu'on a préparé dans le cadre de ce lundi d'Agrignum. Pourquoi? Parce que, il a fallu qu'on revienne sur, ce travail et puis, ça a été l'occasion pour nous d'initier cette enquête auprès des étudiants et avec, la richesse, de leurs réponses. Il y a des éléments clés qui ressortent, hein, que la nécessité pour réaliser, une auto-évaluation avec, la nécessité de veiller à bien expliciter le principe pour, motiver les étudiants, donc un travail qui leur est utile, qui fait sens, qu'ils peuvent réaliser sereinement dans le temps imparti et qui leur permet de rester et de devenir maîtres de leur apprentissage. Un autre principe à respecter qui est de laisser en fait une grande diversité d'organisation d'étudiants. Pourquoi? Parce que derrière en fait, il y a une très grande diversité individuelle des méthodes d'apprentissage et que, là où il faut être vigilant, c'est, à la longueur, de l'examen. Il faut l'adapter et adapter le temps, à ça parce que, l'auto-évaluation est notamment réalisée sous 3 étapes comme on l'a fait, ça demande beaucoup plus de temps pour les étudiants. L'intérêt, de la note, il ressort que, c'est pas ce qui est, plus intéressant, hein, c'est vraiment la correction individuelle, mais que, la correction orale par rapport à la correction individuelle, eh bien, elle est quand même très intéressante cette correction, orale parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus loin qu'une simple annotation, rapide et sommaire des copies et donc est jugée, très intéressante pour les étudiants. Enfin, cette expérience, elle soulève des questions quant au fait de réaliser une auto-évaluation dans le cadre d'une évaluation terminale de module. Est-ce que c'est pertinent ou non? Et quid de la certification par l'enseignant? Si on ne certifie pas là, dans le cadre d'une évaluation terminale, alors, quand est-ce qu'on doit, certifier, à quel moment dans le cursus? Et donc, Vanessa et moi, on remercie, monsieur Prévost de nous avoir, proposé cette, intervention et puis on sera ravis de pouvoir en discuter, d'échanger avec vous, sur vos retours aussi, d'expérience, vos avis, puis vos idées, vos propositions. Donc merci de votre attention. Votre micro, on vous entend pas. Voilà. D'habitude, c'est moi qui fais la remarque du micro. Excusez-moi, vraiment. En fait, c'est parce que je faisais deux choses en même temps. J'étais en train de mettre vos adresses mail que j'avais oublié de mettre parce que vous aviez proposé que si vous vouliez être, si certains participants voulaient vous contacter pour échanger plus loin, c'était possible. Donc, vous pouvez noter les adresses de Vanessa et de Jocelyne si vous voulez les joindre. Alors, pour l'instant, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Moi, j'en ai quelques-unes, mais nous sommes là. Franchement, c'était très clair et avec une analyse de l'expérience qui fait que je pense que ça a enlevé un certain nombre de questions aux participants. Moi, j'avais deux questions de compréhension. L'une sur la façon dont ont travaillé les étudiants pour leur auto-évaluation. Des étudiants pouvaient se regrouper à quelques-uns et faire le travail de diagnostic et d'auto-évaluation ensemble. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément un travail complètement individuel. Non, ouais, tout à fait et c'est ce qu'ils ont fait justement et la remarque qui est, de laisser cette liberté, d'organisation, c'est ça derrière. C'est effectivement des étudiants apprennent mieux parfois de façon collective en travaillant à plusieurs et donc de la réaliser à plusieurs, effectivement, certains trouvaient que c'était une force pour eux et que ça, c'est intéressant de laisser, puisqu'on dit aux étudiants qu'ils doivent être enfin, on les rend maîtres de leur, apprentissage et on les responsabilise par rapport à ça, eh bien, en fait, qu'ils puissent, en fait, mobiliser les méthodes qui leur sont, propres, spécifiques et adaptées, pour, faciliter ce travail-là, quoi.
Oui, bon, je pense qu'effectivement, la notion d'apprentissage par les pairs, vous la mettez bien en œuvre et en utilisant l'évaluation comme modalité d'apprentissage qui va au-delà de la modalité de certification des acquis, c'est intéressant. Mais du coup, je vous sens un peu euh, en difficulté pour dire que entre évaluation formative et évaluation certificative, puisque vous dites c'était une évaluation formative, sauf que ça a été l'UE a été certifié, donc quelque part euh, vous avez quand même utilisé cette auto-évaluation comme outil de certification de l'unité d'enseignement. Alors effectivement, on l'a utilisé comme validation, donc c'est pour ça qu'on en fait un petit peu, sans doute, c'est le terme que l'on utilise. Effectivement, les étudiants ont pu valider leur UC, donc elle est validée. Pour nous, quand même, on a un questionnement qui est sur la certification qu'on appelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien sûr que ces apprentissages sont bien ancrés et qu'on va pouvoir les remobiliser. Donc, à un moment ou à un autre, de toute façon, notamment ces enseignements, comme le disait Jocelyne, qui sont de base, en fait, pour tout jeune ingénieur agronome, ben, on va devoir les réutiliser tout au long du cursus de formation. Donc, on est assez aussi, on a envie de voir ce qui va se passer dans les prochains mois quand on va leur demander de remobiliser pour être sûr qu'effectivement, ceci est acquis. Ok. Alors, j'ai une question, c'est arrivé, mais j'avais une autre question dans le même, un peu justement par rapport à l'année prochaine. Du coup, vous avez créé une banque de questions pour cette unité d'enseignement. Et cette banque de questions, comment vous allez la faire évoluer? Vous la faites évoluer l'année prochaine ou vous considérez que c'est toujours sur ces questions-là, les mêmes questions que vous devez faire travailler vos étudiants? Non, ça évolue tous les ans. Les questions, en fait, on part à peu près sur le même principe, mais on sait que les contenus d'enseignement peuvent évoluer d'une année à une autre. Donc, tous les ans, tous les enseignants qui ont contribué au module proposent des nouvelles questions, ont la possibilité de les reformuler, de les redimensionner avec l'objectif est souvent d'essayer d'un peu de créer des mises en situation, c'est-à-dire de donner du sens à la question. Donc, c'est plus sur des aspects comme ça qu'on va essayer de travailler. Donc, tous les ans, on revoit ça. Non, c'est jamais la même chose. Ah, Et mais à puis, part, il y a des thématiques, par contre, comme les objectifs de pédagogique n'évoluent pas, les thématiques, il y a certains points qui sont forcément toujours évalués, quoi, Hmm. par contre. Et ouais, d'année en année, on progresse aussi, c'est-à-dire qu'on complexifie peut-être les questions parfois et on va un petit peu plus loin. En fait, on devient de plus en plus, enfin, on a de plus en plus d'expérience dans la façon de proposer les questions et donc on essaye. Et je crois que l'année prochaine, si on se lance, on aura un peu on ira vers cette tendance-là on voit qu'à travers la rédaction, en fait, on regarde la compréhension qu'ont les étudiants. Et ça, la façon dont on va libeller la question, eh ben, on va aller plus ou moins dans des notions de compréhension. Et donc, ça, eh ben, on progresse. Donc, il y a une banque, entre guillemets, de questions, mais qui progresse et qui s'enrichit, en fait, tous les ans. Ok, alors donc là, on en arrive à la question du collectif, une question de Catherine. Vous avez évoqué une équipe de 9 enseignants. Comment on embarque 9 enseignants dans une telle expérience? Quelles sont les réactions des collègues? Quelles craintes ont-ils eues? Comment les avez-vous rassurés? Et moi, je complète, parce que j'avais une question autour de ce collectif. Est-ce que vous avez fait une enquête étudiant? Du coup, est-ce que vous avez fait une enquête? Comment vous avez récupéré les infos de vos enseignants collègues? Alors en fait, les infos, il fallait que de toute façon, ils adhèrent au dispositif pour qu'on puisse mettre en place cette évaluation. Je crois que, là où on a eu l'adhésion, c'est quand en fait on a expliqué que ce qui était mis en avant, c'était les apprentissages, positionner les étudiants dans une dynamique d'apprentissage et les responsabiliser et que nous, en fait, en tant qu'enseignants, on a besoin de faire confiance aux étudiants, quoi. Et là, je crois que de se dire que, eh bien, on leur fait confiance, on leur explique que c'est important
cette étape-là pour eux, pour la poursuite de leurs études, et on leur dit qu'on leur fait confiance, et nous, de faire confiance aux étudiants, on en a besoin. Et c'est par ce biais-là qu'on a, je pense, Vanessa, tu pourras compléter, mais je pense qu'on a réussi à avoir l'adhésion. En fait, elle n'a pas posé de problème, l'adhésion. Et Oui. d'ailleurs, au point que les collègues de l'UC du Génoculture ont eux aussi adopté les mêmes modalités et principes d'évaluation pour leur UC, quoi. Ok, merci. Et donc en fait, pas eu trop besoin de les rassurer, puisque globalement, ils vous ont suivi. Et est-ce que, du coup, il y a dans des équipes enseignantes, le leadership est important de la part de responsables UC ou de responsables ou de personnes accompagnantes? C'est-à-dire que est-ce que vous, c'est parce que vous faisiez confiance, enfin que vous donniez confiance à vos collègues que ça a joué ou pas? Alors ouais, le leadership, il est important. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut que les collègues aient confiance en nous, mais on voit bien que derrière, c'est toute une dynamique collective. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, j'ai fait la présentation avec Vanessa, et quand elle s'exprime, on voit bien que cette évaluation, c'est pas mon problème de responsable, c'est aussi son problème. Et que derrière, il y a en fait l'état d'esprit de l'équipe et de enseignante qui est partagé. Et de fait, ben, je me souviens plus du début de la question. La C'était question, sur le c'était leadership, mais Ah voilà, oui, et donc globalement, ouais. le leadership, il est important, mais en fait, ce qui est surtout très important, c'est le terrain favorable et la dynamique favorable dans laquelle on est au niveau de l'équipe enseignante. Donc, Je partage ça, mais je dis quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, là, voilà, quand on a commencé à faire les réflexions, on s'est rapproché de la DFVE, c'est Jocelyne qui a mené la discussion. En fait, il faut qu'il y ait quand même, dans un collectif d'enseignants, 1 ou 2 personnes qui vont en fait un peu plus s'approprier et qui vont être chargées de diffuser et qui vont collecter les questions, mettre en place, gérer les mails. Donc oui, il faut quand même qu'il y ait une certaine organisation en fait pour que ça soit efficace. OK. Alors, il y a une question, encore une double question, parce que Catherine a posé une autre question qui ressemble, enfin, qui est complémentaire de celle que je voulais vous poser. Pour la suite, tout à l'heure, je crois que c'est Vanessa, dit si on reproduit l'année prochaine, ça veut dire qu'il y a un si. Et Catherine dit comment imaginez-vous la suite en présentiel? Est-ce que vous allez laisser des plages libres pendant vos cours pour que les étudiants puissent travailler à leur rythme ou autre par rapport au fait que ça prend assez chronophage? Mais c'est chronophage pour les étudiants. Est-ce que ça l'est pour les enseignants? Et donc, voilà, comment vous envisagez la suite et par rapport à forces, faiblesses, opportunités, menaces, quelles sont les conditions pour que la suite se passe telle que vous le rêviez? donc là, Catherine, elle nous pose une question qu'on n'a pas encore abordée et discutée, et à laquelle on a pas nécessairement réfléchi. Effectivement, la question, certains ont demandé à avoir du temps, à l'emploi du temps pour réaliser cette phase d'auto-évaluation, et que si effectivement ce dispositif devait être généralisé à d'autres modules d'enseignement, donc sachant que les étudiants, quand ils arrivent en fin de semestre, ils vont avoir, même si on est sur un système de contrôle en continu, il y a un ensemble de contrôles qui se produisent en même temps. Donc, si ça demande plus de temps, il faut qu'ils aient du temps aussi. Et donc, il faut réfléchir dans un cadre beaucoup plus collectif sur ces modalités de mise en œuvre. Pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas de proposition concrète à faire par rapport à ça. Toi, Vanessa, est-ce que tu souhaites t'exprimer? Alors moi, je pense qu'effectivement, plus toute cette analyse qu'on a pu faire sur l'enquête, on n'a pas encore eu le temps de bien la partager, ne serait-ce qu'avec nos collègues proches de l'UP. Donc ça, il va falloir prendre le temps de faire cela. Moi, je me dis juste à titre personnel, donc je me pose des questions si on est en présentiel, ça ne sera pas la même chose qu'en distanciel. Mais sans trop d'analyse comme ça, mon sentiment, c'est de dire je me vois mal me dire ça, c'est quelque chose qu'on met de suite de côté l'année prochaine. J'ai eu l'impression, en fait, que ça avait quand même bien fonctionné. Donc, ça me donne très envie de continuer, en fait, Mmh. sur ces
sur ces promotions larges, en fait. Enfin, c'est beaucoup d'étudiants, ils sont extrêmement variés dans leur méthode d'apprentissage, dans leur questionnement, et j'ai l'impression qu'on répond plus, en fait, à leurs besoins comme cela. Donc, comme j'ai ce sentiment-là, je trouverais un échec peut-être de me dire que dès l'année prochaine, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que bah, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est lancé. Donc, il faut qu'on travaille encore un petit peu. Et en termes de temps, du coup, est-ce que c'est les enseignants les 9 enseignants ont considéré que c'était beaucoup plus chronophage que par rapport à ce qui se passait avant en présentiel, ou est-ce que finalement, l'un dans l'autre, vous vous êtes retrouvés? Alors, nos collègues enseignants, je pense qu'ils ont trouvé que c'était moins chronophage parce qu'ils ont fait que cette phase de proposition des questions sans avoir la phase de correction. Pour Vanessa et moi, vu le temps passé qu'on a à préparer notamment ce témoignage, ça a été plus chronophage, mais vraiment extrêmement intéressant. Donc nous, on est très très satisfaite de cette expérience, quoi. Et puis, Et on a effectivement beaucoup travaillé, c'est ce qu'on disait, la communication. Donc ça a donné aussi, bah voilà, ça prend un peu de temps de vérifier que tout est compris. Donc ça, c'était une phase qui a pris du temps, mais qui est extrêmement, on pense, bénéfique dans le lien que l'on a pu créer aussi avec la promotion, voire des plus petits groupes éventuellement que l'on retrouvera après en spécialisation. Donc ce temps en fait investi, je pense il n'est que bénéfique pour la suite. Alors, il y a une question d'Aude. Je vais revenir tout à l'heure pour la suite là, par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a une question d'Aude sur est-ce que les questions que vous avez posées du coup dans votre évaluation sont très différentes par rapport à celles que vous posiez dans les examens antérieurs, qui étaient déjà en ligne? Ah ben, Claudette, du coup, vous. ouais, ouais. Oui. Bonjour Aude. Bonjour Aude, que je connais bien aussi. Non, pas sur le fond, puisque de toute façon, les objectifs pédagogiques sont toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas de changement très important en fait sur la nature des questions qui peuvent être posées. C'est la forme, mais il y a ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ah mince, j'avais une idée et que les questions que vous me posez sont très différentes par rapport à celles que vous posiez avant dans l'information. Ah non, j'ai perdu ma réponse et j'avais quelque chose de très intéressant à dire en plus. Alors, Ça va revenir, Vanessa, ouais. ça va Moi, revenir. Vas-y, Vanessa. non, je pense quand même que ce qu'il faut, et là peut-être qu'effectivement on est passé un peu vite, hein, mais toute la partie, vous avez vu que dans l'UC, il y avait deux parties, biologie des animaux et une partie plus fonctionnement de l'élevage. Et comme en fait, à travers des modifications je vous ai dit, on a fait des petits challenges sur Klaxoon, en fait, on avait déjà pas mal travaillé les premières notions autour de biologie des animaux. Donc en fait, quand même, la constitution en fait, des différentes questions, là, des 32 questions, elle portait beaucoup sur plus la deuxième partie. Donc, je pense quand même, Jocelyne, il y a eu un certain nombre de questions un peu nouvelles qui sont arrivées. Mais voilà, globalement, on a une banque de questions quand même, effectivement, qu'on peut remobiliser ou pas. Alors, quelle était ton idée Oui, géniale, non, Jocelyne? en fait, ici, il y avait quelque chose qui était différent et qui a été exprimé dans le retour des étudiants, c'est que quand on corrige les années passées, on corrige les copies. Donc, il faut que la correction, elle puisse se faire quand même assez facilement, rapidement. Donc, on demande des choses, des réponses très simples. Là, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il fallait qu'ils rédigent. Et eh bien, le fait de devoir rédiger, de s'approprier la rédaction, hein, de la réponse, c'est un travail, pour l'étudiant de réflexion, de compréhension qui fait que, ben, même pour une question qui est très identique, en fait, je veux dire, il faut réussir à formuler la réponse et pour eux, ben, parfois, c'est vraiment très difficile. C'est pas tant d'avoir appris, mais c'est d'avoir compris la notion apprise qui pose difficulté et c'est là où effectivement, bah, qu'importe un peu, si on a utilisé des réponses différentes parce que déjà de rédiger soi-même sa propre réponse et ben, c'est pas si facile et tous les étudiants vont pas ils rédigent tous de façon très différente et leurs réponses. Il y a une très grande diversité par rapport à ça. Voilà, c'était ça, excusez-moi, ce que je voulais dire et puis,
Voilà. Alors, il y a une question que j'ai failli oublier parce qu'elle est dans le chat de Paloma, de la discussion, au lieu de l'avoir mis dans le QR. Du coup, ça concerne la notion de bonne réponse ou non, et en particulier sur l'usage du degré de certitude. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette question. C'est-à-dire que quand on pose des questions dans un quiz, on donne la réponse et après, à deuxième niveau, on demande est-ce que vous êtes sûr de votre réponse et plus ou moins sûr de votre réponse. Et ça permet du coup de favoriser l'ancrage des réponses. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que la collègue dit qu'effectivement, l'Institut Agro participe au projet IL, dont vous faites partie, et que c'est utilisé. Je connais bien puisque j'étais à Montpellier Supagro quand on a mis en place cette réflexion sur les degrés de certitude dans les quiz. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas, ça? Alors, on ne l'a pas forcément envisagé. Par contre, ce que je lis dans la question de Paloma aussi, c'était est-ce qu'il est difficile pour les étudiants de prendre du recul selon eux? Et ça, Jocelyne l'a évoqué un petit peu. Oui, pour certains, en fait, c'est un peu, ils se sentent parfois non légitimes à juger, ou enfin voilà, et donc ils ont besoin un peu de la vie extérieure de l'enseignant, pas forcément par une note, c'est ce qu'il nous disait, mais d'avoir en fait quand même une espèce de validation, d'être sûr en fait que ce qu'ils ont rédigé ou explicité, eh bien, c'est ce qu'on attendait d'eux. Donc oui, je pense que pour eux, en fait, parfois certains, en tout cas, se disent que bah, c'est un peu difficile et ils se sentent, enfin, pas légitimes pour juger cela. Mais c'est une minorité quand même. Globalement, ils se sentaient capables d'eux, quoi. Ok. Jocelyne, non, c'est bon par rapport à Non, ça? non, je n'ai pas forcément d'ajout par rapport à Vanessa. Ce sont des choses qu'on avait peu abordées avant, donc on a surtout découvert, donc pas forcément beaucoup de recul par rapport à ces degrés de certitude et la façon de les utiliser, de travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des étudiants qui ont des profils très différents les uns des autres, avec besoin d'assurance, de réassurance, besoin qu'on leur fasse confiance. Ils sont très divers et que derrière, eh bien, quand on propose une évaluation, elle est en fait, cette évaluation, elle s'adresse au groupe indépendamment de leurs différences. Et c'est comment on intègre cette diversité individuelle dans cette phase d'évaluation qui est toujours intéressante, et comment on l'utilise à bon escient, quoi. Donc, Alors, ça renvoie à une autre question de Catherine sur la difficulté de certains étudiants, parce qu'il y a la diversité, donc vous avez pris en compte l'hétérogénéité, mais du coup, certains étudiants, et peut-être en particulier ceux qui ont considéré que ce n'était pas intéressant, cette modalité-là, peut-être n'ont pas accédé aux apprentissages avec cette modalité. Et en particulier, ces étudiants qui n'auraient pas des prérequis. Et donc, comment est-ce que les étudiants qui se sentaient mal à l'aise pouvaient interpeller les enseignants? De quelle manière? Est-ce qu'en tout cas, il y avait une proximité qui permettait aux étudiants en difficulté avec cette autonomie de pouvoir se faire aider individuellement? Parce que du coup, c'est la question de l'individualisation des apprentissages là, qui est discutée. ouais. Alors là, pour le coup, on n'a pas fait. Alors, on a dans nos écrits, dans nos mails, dans la façon dont on a communiqué aux étudiants, on leur a dit que s'il y avait des choses, ils pouvaient revenir vers nous. Mais par contre, on n'a pas écrit une phrase du type si vous êtes en difficulté par rapport à cette méthode d'auto-évaluation, etc., de revenir vers nous pour qu'on vous propose un dispositif d'accompagnement spécifique. Enfin, voilà, on n'a pas du tout formulé ça, mais on laissait toujours une possibilité pour eux de revenir au cas où on aurait oublié de leur donner une information importante en fait pour réaliser ce travail-là, mais on n'a pas imaginé cette possibilité-là, quoi. Donc on n'a pas communiqué avec eux dans ce sens-là, quoi. Juste C'est vrai. pour compléter, moi je pense quand même qu'il
je ne suis pas certaine qu'il y ait eu des étudiants qui aient été en difficulté et qui n'aient pas osé, par exemple, le dire. Je prends juste un exemple. Je vous ai dit qu'on avait fait d'autres types de modifications, des challenges, par exemple, et on avait imaginé, on leur avait posé la question aussi de se dire, est-ce qu'on fait de l'évaluation justement au fur et à mesure, un petit peu de contrôle continu? Et ces challenges, en fait, est-ce qu'on pourrait imaginer, on avait évoqué avec eux, créditer, entre guillemets, au mois de décembre, on était encore dans l'idée de mettre une note, créditer peut-être le challenge. Et en fait, on en a parlé très librement durant un cours. Et je pense que là où ils étaient en confiance et ils voyaient qu'ils pouvaient s'exprimer, j'avais partagé avec l'équipe enseignante, mais j'ai reçu quelques mails d'étudiants qui ont dit, moi je suis mal à l'aise avec ce principe de se dire, ben là, en fait, on va, créditer ce jeu entre guillemets, la carotte. Déjà, ils ont et donc c'est là aussi, on a eu des éléments de réflexion en disant: «Ah la note, c'est peut-être pas si important». Donc là, juste pour dire qu'ils se sont exprimés quand ils n'ont pas été d'accord et quand ils n'ont pas adhéré au fait que l'on fasse, par exemple, crédit de points ou de choses Mmh. sur d'autres activités. Donc, ils se sont exprimés à ce moment-là. Donc s'ils avaient dû s'exprimer, je pense, sur, le fait qu'ils adhéraient pas du tout sur la modalité d'évaluation parce que ça leur correspondait pas, je pense qu'il se serait permis de le faire, quoi. Ouais, je pense aussi qu'on avait créé ce dialogue-là avec les étudiants, quoi. Mmh. Ok, merci. Alors peut-être une petite dernière question, parce que tout à l'heure, parce que on voit que ça évolue aussi l'organisation des établissements, et donc vous avez deux petites questions, une sur l'approche plurimétier, c'est-à-dire vous avez remercié Christine en début de webinaire. Ça veut dire qu'il y a un rôle des personnes qui sont dans des services d'appui à la pédagogie. Ben, je suppose que oui, mais en tout cas, par rapport aux évolutions, est-ce que ça a été un élément important, enfin en tout cas une présence importante? Et puis de l'autre côté, du côté de la direction de la formation et de la vie étudiante, est-ce que là aussi, vous imaginez qu'il va y avoir un changement important dans l'organisation des enseignements et des évaluations à partir d'expériences comme la vôtre, ou c'est encore trop tôt pour le dire? Alors, moi, je vais répondre avec le regard, de l'enseignante, et notamment de l'enseignante responsable. Pour moi, c'était, à la fois, bah, on était face à un mur parce qu'on avait une évaluation et des enseignants qui souhaitaient réellement pouvoir mettre les étudiants en posture d'évaluation et de favoriser les apprentissages. Donc on ne pouvait pas faire comme on faisait les années, précédentes et ben, Dieu merci, un coup de fil à Christine van den Cornuise et une porte s'ouvre. Ben, la porte, j'ai été contente qu'elle l'ouvre. Donc oui, cette interaction, c'est une chance pour nous, pour, évoluer, nous adapter, et puis, elle a ouvert une porte, on y a réfléchi et ce qui était hyper important, bah, c'est, d'avoir, la validation de la DFVE. Est-ce qu'on a le droit de faire? Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas mis de notes, mais on est dans une UE avec, 2 qui est composée de 2 unités constitutives d'enseignement. Donc, il y a, un système de, c'est pas en fait l'UC qui est validé, c'est bien l'UE et normalement il y a des systèmes de compensation de notes entre les 2 UC. Or là, si on met plus de notes à une UC, comment ça se passe pour la validation de l'UE? Donc, il y avait, nécessairement un travail, à faire en cohérence avec, bah, les collègues de l'autre UC et puis, la DFVE, quoi. Vanessa, tu veux rajouter quelque chose? Juste de dire et là, vous voyez que Christine, par exemple, elle a voulu se mettre en tant que, enfin juste, elle n'est pas venue participer en tant que présentateur, pour cette présentation, mais effectivement, ce qu'on dit, c'est que si on a parfois des idées, dans les équipes enseignantes et puis, ben, l'aide de Christine, c'est parfois, d'abord de nous dire: «Oui, c'est une bonne idée», donc ça donne envie d'y aller et puis 2, de nous aider à formaliser les choses ou de mettre, voilà, des termes des fois sur ce que nous, on a du mal à formaliser. Donc eh ben, voilà, on peut dire que merci à la DFVE et au sein d'une école, il y a plein de services et ce qui compte, c'est que les services travaillent ensemble effectivement en bonne intelligence.
Eh bien, c'est une belle conclusion pour ce webinaire. Un grand merci à vous, Jocelyne et Vanessa, pour cette présentation. Je pense que bon, la vidéo j'espère, va diffuser à la fois en interne à l'école et aussi dans les autres établissements de l'Alliance Agrium. C'est l'objectif. Et donc, la semaine prochaine, eh bien, nous aborderons un autre sujet. On va parler d'un module de formation numérique qui concerne la modélisation des agroécosystèmes avec toute une équipe qui a travaillé sur cet aspect-là. Et donc, je vous encourage à y participer. Et je vous souhaite une belle semaine en attendant. Merci aux participants. Merci encore à Jocelyne et Vanessa. Et donc, à bientôt pour la poursuite de ce cycle. Au revoir. Merci. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Au revoir.